C'est Rémi de l'école à la maison, je vous réponds en vidéo. Bonsoir Cécile et Rémi, merci pour votre série de vidéos que j'ai fini de visionner en prenant mon temps hier soir avec mon mari. Je suis probablement dans la situation numéro 4 que vous décrivez, besoin d'échanger pour y voir plus clair. Voici ce qui m'a conduite à envisager l'école à la maison. Le confinement et le plaisir que j'ai eu de retrouver des échanges de qualité avec mes enfants, que j'ai eu à retrouver, oui. Le fait de prendre mon temps pour faire les choses, de retourner à du plus essentiel. Je pense que beaucoup de personnes ont ressenti cela. Oui, c'est vrai. Le déconfinement m'est dur à vivre car je suis reparti dans le rythme soutenu des horaires, des choses à penser pour les uns et les autres, l'impression de devoir tout porter. Oui, mais ça, alors c'est très bien que ça se révèle à vous parce que c'est une chose contre laquelle il faut se battre. C'est le genre de choses qui conduit beaucoup de femmes à 75 ans à dire qu'elles ont donné toute leur vie aux autres, leurs maris, leurs enfants, et qu'elles en ont marre et qu'elles ont un peu gâché leur vie. Et en fait, ces femmes qui disent ça se sont simplement trompées. Elles n'ont pas compris, elles n'ont pas suivi, elles ne sont pas regardées en train de faire les choses, elles étaient la tête dans le guidon et elles ont fait les choses sans jamais se poser de véritables questions, ce qui est pourtant crucial et vital. Vous n'êtes pas là pour porter le poids du monde ni le poids de votre famille. Ça n'est qu'une des obligations, des devoirs d'État que vous avez. Nous avons tous à faire des choses pour nos proches, mais ça n'est pas la mission essentielle. Alors, quelle est la mission essentielle ? Eh bien, voilà ce que beaucoup de gens ne se demandent jamais, ce qui les conduit à des situations de ce genre. J'ai travaillé toute ma vie pour mon entreprise, je suis bien remercié, me voilà licencié. J'ai travaillé toute ma vie pour mes enfants, je suis bien remercié, voilà comment ils se comportent avec moi. Et oui, parce que tout ça est une suite logique d'une erreur de départ, et cette erreur vient du fait qu'on est toujours dans l'action au quotidien, une action qui souvent est très dissipée d'ailleurs, relativement peu efficace. Et de ce fait, on est beaucoup plus dans l'agitation que dans l'action. Et de ce fait, on passe à côté des véritables mises au point avec soi-même. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es sûr qu'il faut faire ça comme ça ? Est-ce que c'est bon de le faire comme tu le fais ? Est-ce que c'est ça que tu as demandé dès le départ, quand tu étais enfant ? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça que tu veux encore faire ? Es-tu sûr de vouloir t'occuper de tes enfants de cette manière ? Comment dois-tu t'en occuper pour gagner du temps et faire peut-être quelque chose qui corresponde à la mission qui devrait être la tienne. Quelle est ta mission ? Quelle est ta vocation ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Et ainsi, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, on peut porter tout, sa famille, soi-même et beaucoup d'autres choses, parce que ça n'est qu'une part du travail. Le capitaine peut aider à débarquer des ballots du bateau. C'est pas un problème, il peut le faire parce qu'il sait quelle est sa mission, il sait ce qu'il a à faire sur son bateau. Et je pense que ça, c'est une mise au clair qui est indispensable. L'école à la maison y aide beaucoup d'ailleurs à faire du clair en soi. Et nous vous y aidons beaucoup. Donc là, c'est très très bien que vous ayez ce signal et que vous le disiez. Je voudrais garder ce qui m'a plu dans le confinement, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Oui, et c'est la même chose, même réflexion. Conservez ce que vous voulez, ne pas garder ce que vous ne voulez pas, mais comme il y a une obligation, qu'est-ce qu'on fait ? Comment je fais puisque je suis obligé de faire tout ça ? Et là, le mot-clé, c'est le mot « sens ». Quel est le sens de votre vie ? Qu'est-ce que vous êtes en train de fiche de votre vie ? Vous n'en aurez pas deux. Est-ce que maintenant, on ne peut pas s'arrêter un petit peu et réfléchir à tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez dire au moment de votre mort ? Qu'est-ce que vous direz sur le lit de votre mort ? Nous rapportons que les infirmières nous apprennent que 4 personnes sur 5, sur leur lit de mort, regrettent leur existence. Vous vous rendez compte ? C'est dramatique. Quel gaspillage ! Il n'est pas étonnant ensuite que le monde se porte si mal. Si les gens ne savent pas ce qu'il faut faire dans leur vie, il n'est pas étonnant qu'ils fassent autant d'idioties, qu'ils perdent autant de temps et qu'on ait autant de retard par rapport à ce qu'on devrait être et la société qu'on devrait avoir. Avec toutes les découvertes intellectuelles, mentales, spirituelles, scientifiques et autres, on devrait être autrement plus prospère, heureux, dans une société vivante, équilibrée, juste, etc. On est en train de repartir vers la préhistoire. On est, pour moi, je crois toujours dans la préhistoire d'ailleurs, parce que justement, l'individu ne se pose pas la question du sens de son existence. Il ne faut pas y passer beaucoup de temps, il faut y passer peu de temps, mais une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu vas foutre de ta vie, sacré nom d'un chien ? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer ? Et je crois qu'il faut se secouer les puces, il faut être assez sévère avec soi-même. Il faut parfois l'être aussi un peu avec les autres, si on en est capable. Il
Faut pas brosser autrui dans le sens du poil en disant mais oui c'est bien, continue, ta petite vie est très bien, bah oui c'est pas facile hein, à porter. Bah écoute, oui, sois une bonne épouse, sois une bonne mère, et puis bon bah si tu peux te reposer un peu, fais-le. Bah c'est pas suffisant, parce que vous conduisez beaucoup de personnes au désespoir. Donc une femme heureuse et qui est contente de son existence, c'est quelqu'un qui a accompli un certain nombre de choses, qui a eu beaucoup de temps pour soi, et qui pourtant a eu beaucoup de charges. Ainsi, on avait des femmes autrefois qui avaient 8, 10 ou 12 enfants, qui étaient plus établies, plus fières d'elles-mêmes, qui pouvaient mourir dans la paix, parce qu'elles avaient une existence qu'ils avaient rassurée. Alors qu'il y a un grand effroi, je ne vous parle même pas de la terreur des gens qui sont sur le point de mourir et qui ont gaspillé leur vie. C'est un effroi épouvantable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts qui se passent mal, qu'on maquille avec les pompes funèbres. Je suis désolé de parler de tout ça, hein, mais il faut aussi regarder tout ça en face. Il ne faut pas avoir peur de la mort. On n'a pas peur de la mort quand on a fait ce qu'il fallait, je pense. Donc il faut regarder ça, voir combien de personnes ont été dans l'effroi absolu à la fin de leur vie parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas rempli leur mission. Chacun sent confusément qu'il a une mission. Il doit faire des choses dans sa vie. Mais tout le monde ne veut pas le réaliser. L'idée de l'école à la maison est donc principalement motivée par un besoin de liberté, je crois. Eh ben voilà. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'elle ne conviendrait qu'à moi. Voir que je suis en train de me leurrer sur les changements apportés dans ma vie. Bon, bah vous voyez, on est en plein dedans. Qu'elle ne convienne qu'à vous, c'est pas un problème. D'abord, il faut qu'elle convienne à vous. Exception faite des autres. D'abord, comment voulez-vous être honnête avec les autres si vous ne l'êtes pas avec vous-même? Nous devons tous nous sentir au moins en liberté de faire ce que nous avons à faire. Une fois qu'on a cette liberté, il nous reste à le faire, ce qui n'est pas facile, croyez-moi. C'est pas facile, parce que c'est pas parce qu'on s'est donné la liberté de faire des choses qu'on y arrive, on n'a pas forcément le temps, les moyens, etc. Mais il faut, je crois, fondamentalement, d'abord commencer par là, se donner cette liberté-là. Cette liberté n'empiétera pas sur celle des autres, contrairement à ce qu'on pense. Parce que quelqu'un qui est libre et qui sait ce qu'il veut est beaucoup plus utile aux autres que quelqu'un qui ne sait pas et qui, ne sachant pas ce qu'il doit faire, ne dispose en fait d'aucune liberté. Ce qui n'est que dans une routine, et la routine n'est pas la liberté. En tout cas, ça ne fait pas toute la liberté. Et donc, il faudrait effectivement savoir quel changement apporter à votre vie pour que vous soyez une femme heureuse et établie. Et ce sera la même question pour le papa, pour le mari, le papa des enfants. Même question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre vie? Est-ce que vous pouvez sortir de la nécessité pour entrer dans le sens? Et vous verrez qu'une fois que vous êtes sorti de la nécessité et que vous êtes dans le sens, vous verrez que les choses vont beaucoup se délier, notamment sur le plan financier, sur le plan de tas de choses, parce que du coup, on est beaucoup plus clair et comme on a les mots justes sur le sens de sa vie, on trouve beaucoup plus vite les relais de sa propre réussite. Parce qu'il faut une réussite quand même. Il faut une réussite pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Une réussite qui n'est pas forcément matérielle, mais qui peut l'être. Nous avons 3 enfants, les 2 aînés diagnostiqués précoces, non. Ça, je vous le dis non tout de suite. Diagnostic et précoce sont 2 mots qui ne vont pas ensemble, donc on enlève complètement ce genre de notion moderne et ridicule. Et le dernier probablement encore plus, mais je ne souhaite plus faire ce diagnostic. Ben voilà. En effet, à part mettre des mots sur certains comportements ou émotions vécues, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Et bien évidemment, et pour cause. C'est du bidon. C'est du bidon, c'est totalement ridicule. Pour nous, c'est totalement ridicule. Quand bien même un enfant serait effectivement précoce, je ne vois pas quel est l'intérêt de le savoir et de lui dire. Pour lui, c'est très mauvais de lui dire d'ailleurs, très très mauvais. Parce que ça veut dire pratiquement il va trop vite sur certains plans, donc il faudrait le ralentir. Donc on va diminuer ses facultés? Certainement pas. Un enfant qui est précoce, au contraire, il faudrait qu'il aille plus vite, puisqu'il est capable d'aller plus vite. Si vous voulez, c'est ridicule. C'est un moteur qui fait 1000 cm3, pourquoi le faire rouler comme un moteur de 400 cm3? Bon, donc, et puis par ailleurs, ces diagnostics sont balancés à la légère, de manière totalement irresponsable par un certain nombre de professionnels, qui sont pour la plupart des imposteurs, mais qui en vivent grassement. Donc vous irez sur le site et vous tapez précocité ou précoce, et vous allez trouver, dans la fenêtre de recherche, vous allez trouver ce que nous en pensons, plus en détail, en faisant le discernement et en sachant quoi faire. Et puis vous regarderez aussi bilans et tests. Nous avons fait une vidéo, il y a quelques mois de ça, au sujet de ces bilans qu'on a tendance à faire sur les enfants et qui sont vraiment à éviter pour 3 raisons principales. Et non, vraiment, les bilans n'ont aucune raison d'être. Mais je dis bien aucune. Pénélope, 11 ans, en 6e, elle a énormément de mal à se mettre à son travail. C'est normal puisqu'on ne lui a jamais appris correctement.
Alors, vous voyez, de manière générale, quand on dit un enfant a beaucoup de mal associé à cela, c'est tout simplement qu'on ne lui a pas appris. Parce que l'enfant ne fait que refléter les apprentissages qu'il a vécu, de même que l'adulte reflète ce qu'il a appris. Moi, je vous pose la question, vous avez peut-être énormément de mal à vous mettre au chinois. Bah oui, forcément, vous n'avez jamais appris et personne ne vous a aidé à apprendre le chinois ou à l'aborder. Vous avez peut-être beaucoup de mal à nous expliquer ce que c'est que les procédés de filtration d'osmose inversée, par exemple. Bah oui, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas vu le sujet, je vois pas comment on pourrait l'expliquer. Comment voulez-vous qu'un enfant se mette à son travail si elle n'a jamais appris à se mettre au travail? Et si elle n'a jamais aucune émulation de surcroît? Il ne faut pas s'étonner. Donc on a toujours tendance à dire, oui, mon enfant est ceci, cela, il est précoce, il a des difficultés, il est dyslexique, il a du mal à se concentrer, c'est du pipeau tout ça, c'est ridicule. Moi je viens chez vous, vous allez voir que votre enfant va se mettre au travail sur le champ, elle sera très concentrée et elle sera heureuse de travailler pendant 2 heures ou 3 heures de suite, sans pause. Donc méfions-nous beaucoup de cette manière de dire que l'enfant a ceci ou cela, et puis remettons-nous davantage en cause. L'enfant n'est que le reflet de ce que nous faisons. De même qu'un instructeur de karaté qui dirait oh, moi j'ai une classe de nuls et de feignants, ils ne travaillent pas, bah c'est un aveu. Parce qu'un bon prof de karaté, il a des bons élèves. Et oui, il les fait travailler correctement, etc. Et s'il a là-dedans des uluberlus qui se moquent de lui, il les met dehors. Hein, mais dans l'ensemble, sa classe, elle tiendra quand même la route parce qu'il les aura fait travailler correctement, dans un bon état d'esprit, mais correctement. Et donc ils auront un bon niveau. C'est comme ça que vous voyez des clubs qui ont un très bon niveau et des clubs qui ont un très mauvais niveau. Ça dépend du prof, c'est tout. Hein, on ne peut pas dire que d'un côté, il y a des gens dans une ville qui sont tous très mauvais, puis dans la ville d'à côté, ils sont tous très bons. Hein, ça dépend de l'encadrement. Et c'est toujours une histoire de management et d'encadrement et de formation et d'instruction. Donc méfions-nous beaucoup de ça. Vous savez, on en a tous les jours, nous, hein, des parents qui nous disent « Mon enfant est ceci, il a cela, il a du mal à... » Ah oui, mais votre enfant a passé le plus clair de son temps à l'école, et qu'est-ce qu'il a appris à l'école? Ben rien. Est-ce qu'il a fait des rédactions? Non, il n'a pas fait de rédaction. Est-ce qu'il a appris des poésies? Non, il n'a pas fait de poésie. Est-ce qu'il a fait du calcul mental? Je crois un tout petit peu. Oui, un tout petit peu, c'est-à-dire pratiquement pas. Est-ce qu'il a pris l'habitude de s'exprimer debout au milieu des autres et faire un discours clair sur des textes qu'ils auraient étudiés en classe? Oh non, on ne fait pas du tout ça. Y a-t-il de devoirs? Non, il n'y a pas de devoirs. Bon, on ne fait rien à l'école, alors comment voulez-vous que l'enfant sache quoi que ce soit? Évidemment qu'on a des enfants qui sont totalement naufragés. La faute à qui? La faute à l'école. C'est d'ailleurs illégal. C'est passible de peine de prison et d'amende. De ne pas instruire un enfant, c'est une atteinte à son droit constitutionnel. Elle dit que ce qu'elle fait en classe est trop facile, ce qui ne l'empêche pas forcément de faire des erreurs. Oui, donc elle n'est pas nourrie convenablement, elle a faim mais on ne la nourrit pas. On la nourrit certainement physiquement, mais on ne la nourrit pas intellectuellement, spirituellement, ce qui est plus grave encore. Et je la trouve assez à part socialement, très bien, même si elle a des copines et n'est pas isolée. C'est très bien. Et pourquoi pas? Il y a des tas de gens dans l'histoire qui ont été isolés et qui ont été loin de la foule, comme moi personnellement j'ai toujours détesté le groupe en général. Je m'y ennuie très vite et je me retrouve dans une situation conflictuelle très rapidement parce que j'aurais tendance à réagir à des niaiseries, à des mauvais comportements, à l'injustice, à la malhonnêteté, à la bêtise, au manque de culture. Bon, donc il vaut mieux que je ne sois pas trop avec les gens, je suis plutôt quelqu'un qui a une certaine distance au groupe et qui n'a pas l'instinct grégaire. Bon, peut-être qu'elle est comme ça aussi. Et pourquoi pas? On a le droit, on peut parfaitement. Tout est acceptable dans l'humanité, donc analyser l'enfant n'est pas intéressant. La seule chose qu'il faudra faire, c'est tenir compte de ce qu'elle est. Mais l'analyse n'est pas nécessaire, il suffit de tenir compte de ce qu'elle est au fur et à mesure. Si elle préfère travailler toute seule, elle travaillera toute seule, plutôt toute seule. Au début, on va un petit peu l'encadrer quand même, mais après, on va l'amener à plus d'autonomie, ce qui lui fera plaisir, ce qui va favoriser son apprentissage. Elle est introvertie, aime sa solitude. Très bien. Il ne faut pas non plus que ça devienne un excès, parce qu'à 11 ans, la solitude peut se comprendre, parce que ça peut être lié à une pudeur, à une sensibilité, etc. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un excès, parce qu'on a ensuite des adultes qui sont excessivement isolés, qui n'arrivent plus à communiquer normalement, donc il faudra lui amener quand même un petit peu de sociabilisation, un petit peu sans en faire de trop. En principe, un ami ou une amie suffit. À cet âge-là, c'est une amie. Une amie est suffisante. Pas besoin de 36. On n'a pas besoin de toute une cour de récréation. Avec une amie, un être humain, tel que votre fille, peut parfaitement se construire. Mais on peut s'en passer, éventuellement, si les parents peuvent amener à cet enfant ce qu'elle n'a pas. Je rappelle, vous savez que pendant des siècles, il y a des petits-enfants qui ont grandi dans les montagnes, des petits bergers, ils n'avaient pas de frères et sœurs, pas toujours, certains d'entre eux, et ils ont très bien grandi.
C'est l'histoire d'Heidi. Heidi, elle a grandi sans frères et sœurs. Bon, il y avait un petit copain qui était à quelques kilomètres, dit l'histoire, mais enfin, elle a grandi chez son grand-père sans frères et sœurs. Eh ben, elle n'était pas asociale. Elle est introvertie et aime sa solitude. Nous avons du mal à travailler ensemble. Je suis probablement trop sur son dos, mais elle a tellement du mal à s'y mettre que j'essaie d'éviter de l'avoir 3 heures sur la même fiche de maths qu'elle arrive à boucler en 20 minutes si je lui fais un peu de forcing. Bah oui, bien sûr, mais c'est très bien. Il faut être un entraîneur aussi, il ne faut pas avoir peur. Un entraîneur, il exige de l'enfant un peu de challenge. Alors, il y a peut-être différents moyens de tourner les choses aussi, de façon à ce que ça se passe relativement bien, mais il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'une juste autorité. Donc ça, on en parlera. Qu'est-ce que c'est que la juste autorité? Comment est-ce que ça s'incarne? Effectivement, il n'y a aucune raison de l'avoir 3 heures sur une fiche de maths. Pas normal. On est en plein dans le début du classique conflit mère-fille, il me semble. J'ai peur d'envenimer les choses en la gardant à la maison et de la stigmatiser un peu aussi vis-à-vis de ses copines, alors que ses relations amicales me semblent parfois fragiles, disons que je la sens décalée des autres. Alors, il y a plusieurs choses ici. J'ai peur d'envenimer les choses. Alors ça, c'est un regard que vous avez sur votre relation. Soyez beaucoup plus neutre vis-à-vis de ce genre de choses. Plus vous mettez d'analyse, c'est tout le danger de la société psychiatrique depuis 1900. On psychiatrise, on analyse tout et on devient fou à force. Donc soyez extrêmement neutre, comme le vieux maître de karaté japonais. Il ne se pose pas la question de savoir du sentiment qu'il y a entre lui et l'élève. Ce n'est pas la question. Et heureusement d'ailleurs, on évite ce genre de relation. Soyez beaucoup plus neutre, le travail doit être fait. A-t-il été fait? Il n'est pas fait. Il doit être fait, donc on va le faire. C'est tout. Absence totale de sentiments dans ce genre de choses. Sur ce genre de choses, il faut désentimentaliser. On déplacera le sentiment au bon endroit, au bon moment. Mais dans le travail, on désentimentalise. C'est dans les entreprises, tout ce qui fout en l'air l'entreprise, ce sont des rapports sentimentaux. D'ego froissé, de personnes qui ne se sentent pas bien vis-à-vis des autres, qui ne ressentent pas assez d'amour, etc. Tout ça, ça pollue. Il faut absolument débarrasser le monde de l'entreprise et le monde technique de ça. Parce qu'on en arrive à avoir des conflits absolument terribles, et puis des guerres finalement, pour des égos froissés. Il faut désentimentaliser. Si on travaille avec un collègue, il faut autant que possible essayer d'être dans une relation professionnelle, technique, absolument dénuée de tout sentiment. Après, il y a le respect, l'estime, et avec les années, peut-être, une amitié qui va naître. Mais l'amitié, c'est pas quelque chose qui doit naître comme sur une cour de récréation. C'est pas un truc qui naît chez les adultes, en tout cas, en 5 minutes. Ça naît après des mois de travail ensemble. Normalement, quand on est mature et quand on est un petit peu sage. Mais c'est de toute façon secondaire par rapport à l'accomplissement de la mission. Donc on désensibilise, si vous voulez, et on désentimentalise la relation, y compris à l'enfant qui est au travail. Est-ce fait? Ça n'est pas fait. Si ce n'est pas fait, ça ne va pas. Mais la sanction que vous allez apporter, vous verrez, d'ailleurs on en parlera, s'il y a une sanction, il faut aussi la désentimentaliser, parce que dès lors que vous apportez du sentiment à la sanction, ça devient psychiatrique, ça devient horrible en fait. Une simple sanction toute bête, qui n'est rien en fait en soi, devient terrible, parce qu'elle est chargée de beaucoup d'émotions, et donc il y a un sentiment de persécution qui apparaît, d'injustice, etc. C'est très mauvais. Vous voyez, il vaut bien mieux que l'instructeur dise « Bon, tu as fait une erreur, tu fais 15 pompes », hop, pendant ce temps, il s'occupe des autres. Une fois que les pompes sont terminées à son élève, bon, c'est fini. Je ne suis pas là en train de te dire t'es nul, ou tu vois, je suis plus fort que toi, c'est toi qui m'obéis, etc. Il faut supprimer toutes ces relations. Tu fais ta punition, pendant ce temps-là, je m'occupe des autres. Et une fois qu'on revient au fautif, c'est fini, c'est oublié. La sanction a été accomplie, c'est terminé. On ne reste pas sur cette espèce de regard malsain. Et ça, c'est le grand problème de Freud, hein, qui savait très bien ce qu'il amenait dans la société occidentale, et qui, en débarquant à New York, disait si ces gens savaient ce que je leur amenais, ils me pendraient sur le champ. Oui, mais c'est bien sûr que c'était diabolique d'amener ça, d'amener cette espèce d'analyse sentimentale sur tout ce qu'on fait. Donc, cette peur, elle doit disparaître. Il n'y a pas à envenimer ou à adoucir, ni l'un ni l'autre. Les choses doivent être faites, c'est très technique, c'est très froid, c'est très neutre, c'est mécanique. Vous voyez, de plus en plus. Stigmatiser, c'est pareil, enlevez ça de votre esprit. Stigmatisation, c'est pour le Padre Pio et pour Marthe Robin, mais c'est pas pour vous. Hein. Enfin, en tout cas, pas dans l'exercice de votre devoir de parent. Et pas non plus dans son exercice de devoir d'être une jeune fille qui respecte ses parents et qui doit obéir à ses parents. Il n'y a pas de stigmatisation. Bon. Et puis, vis-à-vis de ses copines, c'est autre chose, c'est un autre champ. Et là, on fait la part des choses. Il faut beaucoup d'autorité et il faut aussi ne pas avoir peur de voir que sa fille ou son fils prend une distance vis-à-vis de soi. C'est tout à fait normal et c'est même nécessaire. Vous n'allez pas être une copine vis-à-vis de votre enfant, vous le savez déjà. Il faut être quelqu'un qui est davantage neutre et qui instruit, qui enseigne son enfant sans chercher un retour. Donc ça, on en parlera, je ne vais pas trop développer maintenant.
Donc vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des copains, copines, on va faire du tri et on aura une réponse, une solution à cette question. Donc ça, on en parlera. Bon. Elle a du mal à travailler, mais a souhaité demander à s'inscrire dans la classe sport l'année prochaine et à prendre l'option latin-grec. Elle avait choisi la classe bilingue cette année en débutant l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand. Encore des choses à porter de mon point de vue. Oui, mais c'est pas un problème parce que l'enfant n'a pas de limite. Hein. Elle pourra apprendre 15 langues. Hein. On en a eu des cas comme ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de limite. Pour le cerveau, pourvu que les choses soient faites correctement, il n'y a pratiquement pas de limite. Ensuite, c'est du discernement en fonction de l'individu. On ne fait pas monter dans la classe supérieure, on ne donne pas une ceinture marron à quelqu'un qui est ceinture verte et qui risquerait de se blesser, ou qui ne serait pas capable de suivre la mesure. Trop fragile, on attend un peu. On continue à renforcer l'élève jusqu'à ce qu'il soit à niveau. Mais il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu vers le haut quand même. Encore des vite, ou allez tu travailles, tu as quoi à faire, de la motivation distribuée et un emploi du temps chargé. Oui, justement. Plus l'emploi du temps sera chargé, plus il y aura d'organisation, plus elle sera efficace. Moins elle perdra du temps, et plus elle aura de l'autonomie. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas parce qu'il y en a plus que ça va aller plus difficilement, au contraire. De même qu'une maman qui a 8 enfants se débrouille toujours mieux qu'une maman qui n'en a qu'un. Vous le savez. Parce que plus ça va, plus on est aguerri. De même qu'au travail, un homme, c'est pareil. S'il a affaire à un capitaine qui a en charge un vaisseau de 180 canons, il est plus adroit et plus aguerri qu'un capitaine qui n'a qu'un petit rafio de 4 canons. Et on n'y va pas d'un coup d'un seul, on y va progressivement, mais on apprend les choses au fur et à mesure. Et plus on apprend, plus on est efficace. Quand on a un gros vaisseau avec 500 hommes à bord, on a une bien meilleure autorité, on est beaucoup plus efficace avec chacun d'entre eux que quand on n'a que 4 ou 5 hommes. Parce qu'au début, on fait des erreurs, on se trompe, on est dans la confusion, on croit qu'on peut être copain avec son équipage. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça parce que cette pseudo-amitié entraîne des situations conflictuelles, etc. Donc on apprend petit à petit. De même que les magistrats romains, eh bien, ils étaient envoyés dans des colonies à la tête de légions, ils devaient apprendre à parler aux hommes, à gouverner, à écouter les autochtones, à légiférer localement, etc. Ils apprenaient. Ensuite, s'ils étaient aguerris, ils pouvaient rentrer à Rome pour exercer des hautes fonctions. Elle n'a repris le collège qu'une journée à cause du sport du masque et qu'elle n'a pas supporté, non compensée par le fait de retrouver des copines. Alors faire du sport avec le masque, c'est totalement débile. Hein. C'est en plus dangereux pour la santé. Bon, donc compensé par le fait de renouveler de retrouver des copines. Donc reprise de l'école à la maison jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dorothée 10 ans, CM1, elle aime l'école, sa maîtresse a beaucoup de copines. Ça ne veut pas dire grand-chose. Attention à ça. Donc elle est sur la page qui est qui et vous aurez du discernement là. Elle est très scolaire, sa maîtresse dit qu'elle est brillante, son seul défaut étant de travailler très lentement, elle a besoin de beaucoup de temps pour tout, manger, se préparer, se mettre au travail et ensuite elle est perfectionniste. Vous voyez, c'est le genre de choses aussi, c'est totalement anormal qu'aujourd'hui les enseignants se permettent de juger les enfants. Brillante ou nulle, c'est de la même eau. Et il faudrait prendre de la même manière. Une maîtresse qui me dit, moi, votre enfant est brillante, je dis, madame, de quoi vous mêlez-vous ? Je ne vous demande pas une appréciation, je vous demande de l'instruire. Et je me passe parfaitement vos commentaires. Il faut absolument là aussi sortir de cette espèce d'analyse permanente. Parce que c'est extrêmement malsain, ça entrave la liberté des uns et des autres, ça ne distribue pas bien les rôles. C'est à la maman de dire c'est la maman qui peut apprécier son enfant. C'est pas une inconnue. Ce n'est pas du tout ce qu'on demande. On peut le dire comme ça si vraiment... on est dans une relation de proximité, elle vient boire un verre à la maison, elle peut, comme ça, sur le ton de la confidence, madame, si je peux me permettre, je crois que votre fille a un brillant avenir. Bon, d'accord, pourquoi pas. En tout cas, elle a un vrai potentiel. Bon. Elle est brillante, c'est beaucoup trop, c'est du jugement, et qui peut être extrêmement nocif parce que vous pouvez partir sur cette base et puis ensuite être déçu et en vouloir à votre fille, ou elle-même se sentir complexée parce qu'on attendait beaucoup d'elle et puis elle n'y est pas arrivée, etc. Il faut éviter ce genre de choses, à tout prix. Autrefois, les instituteurs ne se permettaient pas de dire ce genre de choses. Normalement, il faut être beaucoup plus neutre, beaucoup plus froid. Et c'est là où, aussi, très souvent, j'ai des parents qui me disent « Oh, l'année dernière, mes enfants avaient un prof qui était vraiment sévère, mais bon, il travaillait bien quand même. Et cette année, on a un super prof qui est très gentil, mais alors c'est la catastrophe, mes enfants n'apprennent pas. » Mais quelle confusion! Quelle confusion! C'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il va faire bien son travail. Le garagiste peut être super sympa et puis vous volez et vous montez un radiateur crevé à la place d'un correct. On ne demande pas aux gens d'être gentils, on leur demande de faire leur travail.
Et je crois que c'est important qu'on retrouve ça. On a des gens qui sont ravissants, charmants, gentils, qui se font élire. Mais c'est du pipeau. On n'a pas besoin de gens qui soient gentils, qui aient un sourire émail diamant. On a besoin qu'ils soient des bons gouvernants. Or, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tous les gens qui sont un peu sérieux, bah, ils sont un peu austères aussi. Et ils ne sont pas à quémander des sourires. Et donc, ils ne se font pas élire. Ça ne marche pas. Ça ne passe pas le rideau de l'apparence médiatique. Vous comprenez, aujourd'hui on a, vous voyez bien le problème, on a une galerie de poupées Barbie là, qui gouvernent, mais ça vaut rien, ça ne vaut pas tripette, ces gens ne sont même pas capables de tenir une arrière-boutique d'une épicerie, ça vaut rien du tout. Et je dis ça pour le président, pour les ministres, pour les secrétaires d'État, ça ne vaut rien. Heureusement qu'il y a quelques hauts fonctionnaires derrière qui tiennent à peu près la route, sinon tout aurait été mis à feu et à sang depuis belle lurette. Mais c'est pas ce qu'on demande. Je demande pas à la prof d'être gentille, je demande d'être professionnelle. Et son savoir-faire, son tact vis-à-vis des enfants fait partie de son métier, pas ses sentiments. Je n'ai pas besoin de ses sentiments. Alors, qu'elle mette du sentiment dans la qualité de son travail, c'est tout à fait autre chose et c'est même obligatoire. Mais il ne faut pas se tromper de sentiment. Vous voyez, c'est toujours du discernement. Il faut aimer le travail bien fait, mais il ne faut pas forcément se porter au-devant d'une relation sentimentale avec l'enfant qu'on instruit. Parce qu'on va à la catastrophe, on va à la confusion des sentiments. Alors oui, il y a des enfants qui se sentent tellement adulés par des instituteurs, ou même par des parents d'ailleurs, hein, dans des relations qui ne sont pas toujours très très saines, très équilibrées. On est dans une fusion sentimentale, mais à côté de ça, on ne part pas au plus urgent. Hein, vous prenez le cas de l'équipage merveilleux, tout le monde s'aime, c'est formidable, oui, mais le bateau il est en train de couler. Voilà. Quel est le sens de tout ça? C'est merveilleux, il ne faut pas choquer dans les médias, il faut dire des choses qui sont gentilles. Dans ce pays, c'est important de savoir communiquer. Oui, mais le radeau France est en train de couler totalement, sous le coup d'événements qui n'ont aucune équivalence dans l'histoire. Tout est ravagé comme ça n'a jamais été, même au moment de la Révolution. Donc, attention à ça. Évitons cette immixtion du sentiment personnel. Mais c'est un gros problème, hein. J'y suis confronté tout le temps, puisque les gens ont besoin de cette espèce de reconnaissance personnelle. Tout le temps. Ils quittent d'excellents avocats qui sont des professionnels, mais avec lesquels ils avaient une relation qui était parfois un peu tendue, parce que l'avocat avait des exigences professionnelles pour défendre un dossier. En revanche, ils s'embarquent avec des avocats qui sont très gentils, qui leur dorent la pilule et qui sont complètement nuls. Et ainsi de suite. Et ça, vous voyez ça partout. Donc, des vrais professionnels, voilà ce dont on a besoin. Dorothée est diabétique depuis l'âge de 2 ans, j'ai donc beaucoup de logistique autour de sa maladie. À regarder ça. En l'occurrence, elle n'a pas repris l'école un peu pour cette raison, qui stressait beaucoup sa maîtresse, et les infirmiers n'ayant plus le droit d'entrer dans l'école. Nous continuons donc l'école à la maison jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bon, ça on en parlera peut-être si vous voulez. Lazare, 6 ans et demi, est en CP. Il adore l'école, s'ennuie à la maison, il a souhaité l'appareil. Il ne peut pas savoir à son âge, bien sûr. Parce qu'à l'école, on peut s'amuser, on peut manger des chamallows, on peut faire des tas de choses très sympathiques. Hein. Et puis ça peut être super sympa, on peut regarder des films toute la journée. On en voit. C'est pas pour ça que c'est une bonne école. Donc il faut discerner. Il a souhaité reprendre l'école. C'est peut-être une très bonne école, hein, ce que je ne vous dis pas forcément que c'est ce qui se passe, mais c'est à discerner de la part du parent. Il a souhaité reprendre l'école dès le 12 mai, se réjouit des cours d'école, et s'inquiète de s'attendre à s'ennuyer à la maison le week-end et même la nuit. Il aime lire et surtout compter. Bon, peut-être qu'il est nourri à l'école, c'est possible. Il apprend l'étape de multiplication tout seul, et surtout est toujours en demande de plus. Sa maîtresse est très à l'écoute, pour le moment ça va bien, mais je me demande combien de temps on va tenir comme ça sans qu'il s'ennuie à l'école, et avec le peu de temps que j'ai pour répondre à ses attentes. Oui, ça arrive assez fréquemment que les petites classes soient de très bon niveau et que ça s'écroule à partir du CE, du cours élémentaire. Laurent, mon mari, travaille en CDI en tant qu'ingénieur, chercheur. Il est en télétravail pour le moment et assure tous les repas, chose que j'ai du mal à envisager si école à la maison. D'accord. Je suis en reconversion professionnelle suite à un burn-out peu après la naissance de Lazare, qui a coïncidé avec la première rentrée scolaire de Dorothée et la mise en place de son suivi médical à l'école. J'étais également cadre ingénieur. Mise en place de son suivi médical à l'école. D'accord. Depuis, je me sens submergé par les tâches ménagères administratives, dont beaucoup liées aux enfants à l'école. Bon, là, il faut vous apporter de l'organisation et de l'efficacité. Et en amont, du sens.
certainement. Je suis dans ma 4e année de formation sur 5 en médecine traditionnelle chinoise, d'accord. J'ai ouvert mon cabinet qui démarre doucement et encore bien loin de rapporter de l'argent, d'accord. Mon cabinet est sur place dans une pièce de la maison, pas forcément incompatible avec des enfants à la maison, mais pas forcément facile à gérer non plus. Ça s'apprend et c'est très bien que vous ayez une activité à la maison, nous l'encourageons beaucoup et vous verrez pourquoi c'est excellent pour vous et pour les enfants. J'ai regardé rapidement sur votre site pour créer son blog, gagner un peu plus d'argent serait confortable, mais je suis moyennement motivé. Ma reconversion me plaît et je pense que j'ai déjà bien du mal à m'y consacrer pour me lancer dans autre chose. Oui, mais en l'occurrence, il faudrait vous consacrer à faire connaître votre cabinet, qui est très proche du travail de blogueur. Donc c'est là-dessus que vous pourriez concentrer vos efforts avec efficacité. Pendant le confinement, je n'ai pas du tout réussi à travailler pour moi. J'ai pris plaisir à enseigner mes enfants malgré les confrontations. L'idée de les avoir sur le dos tout le temps, et notamment aussi au repas, me fait peur. Ah, ça c'est intéressant. Eh bien, vous allez apprendre que vous pouvez les avoir une partie du temps et avoir du temps pour vous en même temps. Encore une fois, si vous en aviez 16 des enfants, n'auriez-vous pas chacun d'entre eux beaucoup moins sur le dos? Et si, mécaniquement, forcément. Nous avons, maintenant il y en a quelques-uns qui sont partis faire des études, mais quand nous avions les 7 à la maison, forcément, nous avions 7 fois moins de temps pour chacun que quand nous ne l'avions qu'une seule, évidemment. Et bien, ça n'empêche que nous apportions à chacun des enfants ce dont il avait besoin. Et en même temps, je voudrais tellement que le temps que je passe avec eux ne soit plus du vite, les leçons, la douche, la conduite des activités, être en retard, etc., mais un temps de qualité. Ça dépend de vous, et ça dépend de la personne qui va vous former. Est-il raisonnable de les soustraire à l'école alors qu'ils ont de chouettes équipes d'enseignantes? Pareil, sur ce que j'ai déjà dit. Attention, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, les chouettes équipes super sympas ne sont pas forcément compétentes. Inversement, les équipes qui sont peut-être, a priori, des têtes de vache sont peut-être d'excellents enseignants. Peut-être qu'ils sont à la fois très compétents et sympas. C'est possible. C'est à discerner, il faut le dire. Qu'ils s'y sentent bien, doute uniquement pour Pénélope pour le moment et encore. Vous pourriez très bien les soustraire les uns après les autres si vous pensez que c'est ça l'idée. Peut-être que certains peuvent attendre et pas d'autres. Ça dépend de ce que vous voulez donner à votre enfant aussi, parce que c'est une question d'exigence. Suis-je vraiment capable de les laisser en autonomie un maximum de temps, de dégager du temps pour mes propres apprentissages? Oui. Pour mes consultations, mon travail, que je sois développé, de leur faire manger tous les midis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis vous allez rapidement mettre 1 ou 2 enfants à l'aide pour la cuisine et pour d'autres choses. Les enfants, il faut avoir avec eux un bon contrat moral dès le départ. Vous taperez, on vous en parlera dans la formation, mais contrat moral, c'est indispensable. Vous taperez le mot dans la fenêtre. Contrat moral, c'est une notion absolument indispensable. Seront-ils épanouis ainsi? Oui, bien sûr. Arriverai-je à les ouvrir au monde extérieur? C'est un peu la même question. Est-ce que j'arriverai à accoucher? Bah oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous allez accoucher, ça se passera très bien. Hein, si du moins vous faites les choses à peu près comme il faut. Il y a des choses qu'on ne fait pas le jour de son accouchement, c'est sûr. Hein. Mais en principe, ça se passe bien, puisque la plupart des femmes qui vont accoucher, et puis la nature les y contraint aussi, se tiennent à peu près tranquilles. Elles ne vont pas faire du cheval ce jour-là, en général. Bon, maintenant, il y a toujours des exceptions. Mais si vous suivez ce que nous disons, ça se passera bien, parce qu'il n'y a aucune raison que vous sortiez du chemin que nous vous proposions pour aller vous jeter dans un précipice. Je dis souvent, c'est l'image avec les Sherpas, beaucoup de gens me disent « Est-ce que je vais y arriver ?» Bah, écoutez, c'est comme quand vous partez en montagne avec un Sherpa, à moins que vous ne l'écoutiez pas, ça va se passer correctement. Vous n'allez pas faire d'embolie pulmonaire parce qu'il va vous arrêter à temps, vous allez monter par plateau, la pression atmosphérique, vous allez vous y adapter progressivement, et puis vous n'allez pas non plus vous jeter dans les failles des glaciers, vous allez l'écouter, en principe. Et d'ailleurs, il ne vous emmènera pas s'il sent que vous êtes un petit peu barjot. Hein. Il va un petit peu vous poser des questions et vous allez peut-être même vous entraîner un petit peu avant de partir avec lui, faire quelques séances pour voir si vous... C'est pas tellement pour vous aguerrir, c'est pour qu'il voit si vous avez une tête suffisamment bien faite et suffisamment d'écoute. De même que nous, si vous avez remarqué, nous faisons un petit temps d'essai, 4 ou 5 vidéos que nous vous contraignons à regarder et en l'espace de ce temps, nous avons filtré tous ceux qui ne suivront pas, qui ne pourront pas suivre et dont nous ne voulons pas nous occuper. Donc on fait ce filtrage et puis nous mettons quelques mots et quelques images sur le site qui vont filtrer naturellement les gens dont il ne faut surtout pas s'occuper. Perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie, alors qu'il y a des familles qui ont des besoins. Et donc très simplement, dès
déjà que vous êtes allé jusqu'au bout de ces vidéos, je sais très bien que vous êtes tout à fait à même de faire les choses, ne vous inquiétez pas. Arriverai-je? Oui, à des tas de choses. Aller ouvrir au monde extérieur par les îles musiques, voilà, je vois qu'on vous servir avec leurs amis, bien sûr, aucun problème. Comment aborder ma grande... Là, pareil, vous savez, c'est... Je réponds toujours un peu la même chose, hein, ce sujet aux personnes, mais dès lors qu'une personne se pose la question, elle va y arriver. Qui ne va pas arriver à faire tout ça? C'est la personne qui ne se pose pas du tout la question et qui n'envisage même pas. Alors là, évidemment, c'est plus compliqué. Alors on va lui en parler, mais bon, elle le fera si elle voudra. Mais quelqu'un qui se pose la question dès le départ, bah, elle va y arriver, puisque ça fait partie de ses priorités. Forcément. Vous voyez? Arriverai-je à bien m'occuper de mon vieux papa? Bah oui, le simple fait de se poser la question, déjà, ça veut dire que vous y pensez. La personne qui ne s'occupera pas de son vieux papa, c'est la personne qui est partie à l'autre bout du monde sans s'en occuper. Voilà. Donc dès lors qu'on va vous en parler à un moment donné, mais que devient votre vieux papa? Bah, vous allez dire oui, c'est vrai, tiens, il faut que je l'appelle aujourd'hui. Vous voyez, ce sont simplement que des petits rappels, mais ça déclenchera très aisément le processus nécessaire. Quand on va vous parler des amis, comment faire en sorte que votre enfant ait une véritable amitié, ça va résonner en vous et vous allez faire les choses. On va vous donner tous les éléments. Comment aborder ma grande son conflit? C'est pareil, on va vous donner tous les trucs. Et comme ça, il n'y aura pas de conflit. On va vous donner tous les trucs pour que vous ayez une véritable autorité. Et on fera les choses progressivement, ça ne va pas se faire le jour où vous allez nous rejoindre. Ça va se faire progressivement, les semaines passant tranquillement, parce qu'on ne devient pas un champion du monde en 3 jours. Voilà, Elisabeth. Merci pour votre message, merci pour ce que vous faites pour votre famille, et salutations à votre mari. Au revoir.